À l'émission Atlas cette semaine, Griot et Teranga, première d'une série de 3 émissions sur le Sénégal. Cher Aloïs Van Cleef, lors de notre rencontre à cette réception donnée par l'ambassadeur du Canada au Sénégal, je vous avais promis des commentaires plus détaillés sur ce pays où j'ai travaillé 3 ans comme coopérant. Voici ces impressions sous le titre général de Griot et Teranga. Le griot, c'est ce poète musicien ambulant, dépositaire de la culture orale africaine, qui chante souvent les louanges des héros réels ou mythiques du terroir. La teranga, c'est au Sénégal un sens de l'hospitalité peu commun, qui m'a séduit et me porte à dire ici tout mon attachement pour ce pays. Je joindrai donc ma propre voix à celle des Sénégalais pour vous le présenter. Hôtel Al-Baraka, avenue Abdou Karim Bourgi, angle Mousse Diop. J'entends, de ma chambre du 5e étage, les bruits de la rue, coups de klaxon, mobylettes, voitures, et la voix unique et multiple de la foule. Les rues sont bruyantes à Dakar. Cet hôtel, tenu par un Dakarois d'origine libanaise, reçoit les citoyens du monde. Touristes européens réellement entichés d'Afrique ou venus renifler les traces de leur colonialisme. Hommes d'affaires en provenance d'Europe ou d'Asie, ou bien de quelque part ailleurs sur le continent noir. Coopérants italiens, allemands, belges, américains ou canadiens. À 2 pas, un snack libanais qui sert à petit prix une excellente brochette de bœuf accompagnée de frites, d'houmous, une purée de pois chiches absolument délicieuse, et de pain libanais. À 40 pas, la rue Galandou Diouf, où foisonnent les boutiques regorgeant de tissus éblouissantes couleurs, et dont les motifs sont plus étourdissants les uns que les autres. À 500 pas, l'avenue Georges Pompidou, avec la brasserie William Ponty, où la flaque bien fraîche, la bière locale, coule chaque soir à flot dans les gosiers asséchés de touristes, de coopérants étrangers et de certains Dakarois qui ont l'islam aussi facile que nous, le catholicisme. À 19h, tous les gosiers sont secs et ceux des voyageurs sont en outre poussiéreux en ces temps où l'harmattan, ce vent de sable venu du Sahara, souffle sur Ndakarou. La rue regorge de bana-bana, ces jeunes mecs qui vendent de tout, slips, chaussettes, ceintures, cassettes pirates de Madonna, de Chris de Burgh, de Tracy Chapman, de Pink Floyd, de Youssou N'Dour, de Baba Mal, de Moussa Ngom ou de Ismaël Lo, fausses montres Cartier et ustensiles de cuisine. Sur le plan jeunesse, il y a beaucoup d'exode rural. Donc en général, les jeunes dans les villages ne restent plus dans le village parce que ne trouvant pas d'emploi, ne trouvant pas des conditions de formation nécessaires, il n'y a pas d'école. En général, dans les villages, ils avaient tendance à automatiser les jeunes à aller au champ. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Donc tu allais au champ pour travailler pour la famille. Et les récoltes étaient partagées par la famille. Mais maintenant, les jeunes sont plus ambitieux, mais n'ont pas les moyens de rester sur place. Donc, résultat, ils s'exodent vers les grandes villes, où en général, ceux qui ont la chance ont des débouchés, ceux qui forment la bande de marchands ambulants,
Mais il y a une troisième partie qui est complètement convaincue convertie à la délinquance. Tout se vend dans la rue, tout s'achète, tout change de main. Tout le monde ici est commerçant. Se faufilent entre eux quelques voleurs à la tire et des dizaines de mendiants. Une fillette à 4 pattes sur le trottoir, les 2 jambes cassées par la poliomyélite, vous regarde de ses grands yeux, vous sourit, vous appelle et vous fait fondre. Vous avalez la dernière gorgée de la bière blonde et fraîche que vous payez 900 francs CFA et vous quittez la place en déposant 100 francs dans la paume rose de sa petite main noire. « Merci, Toubab », vous dit-elle, et vous vous sentez idiot. À 1000 pas de l'hôtel, la place de l'Indépendance, avec autour ses banques, ses compagnies aériennes, ses boutiques de luxe, sa librairie Claire Afrique, ses édifices à bureaux, son cinéma, ses voitures taxis jaunes et noires, ce flot de circulation automobile à l'européenne qui ne cesse pas de tournoyer. Ce cœur palpitant de la ville la plus accessible de l'Afrique de l'Ouest abrite lui aussi quelques voyous, à l'affût des touristes les moins basanés et des cœurs les plus sensibles, avec une impressionnante gamme d'entourloups. N'ayant pas eu la chance de trouver quelque chose et étant obligé de survivre, mais malgré tout, quel que soit Alpha, pour retourner au village, c'est le guerrier, c'est le retour du guerrier à chaque fois, que ce soit le voleur, quand il y a une fête, tout le monde doit retourner dignement au village. Quand on dit, tiens, Amadou est venu, il a amené ceci pour papa, ceci pour maman. Et ce qui est grave, les parents ne s'inquiètent pas de ce qu'ils font exactement, mais ce que leur apporte leur fils ou non. Le fils d'un tel a acheté un terrain pour son père ou a fait ceci. Ah, lui, c'est un bon fils. Il verra les fruits demain et tout ça. Ailleurs, la Corniche, la pointe des Almadies, le quartier des ambassades, celui des résidences d'ambassadeurs et des hauts fonctionnaires étrangers, le palais présidentiel. Vous êtes à Dakar, 1 million d'habitants, capitale du Sénégal. Une allure vieille Europe mélangée à des quartiers pauvres. Des taudis et de l'architecture nouvelle, plus proprement africaine, comme cet édifice de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à la semblance d'un tronc de baobab, et que l'on doit à l'imagination fertile de l'architecte Pierre Goudiaby. Dakar, ses quartiers, le plateau, la Médina, Grand Dakar, Usine, Ngor, Yoff, Ouakam ou Pikine. Un climat plutôt tempéré par les grâces de l'océan Atlantique. Une ville de toutes les couleurs, de toutes les races et de toutes les ethnies. À la pointe sud-est de cette presqu'île, l'île de Gorée, jadis plateforme de triage de tant d'esclaves, qu'il en subsiste une gêne chez le visiteur à la peau blanche qui s'y rend, comment dire, dans une espèce d'esprit d'anti-pèlerinage. Bekkay Gassama tente de gagner sa vie. Il est d'origine mandingue, un peuple dont les vieux racontent encore aujourd'hui la glorieuse épopée. Il a 13 ans et demi. Il fait le koteman. Ce mot composé, mi-français, mi-anglais, désigne, dans le langage des boy disco, ces jeunes qui abordent les touristes à la sortie du traversier et leur proposent une visite guidée de l'île de Gorée. Et là, c'est l'église Saint-Charles de Borromée, qui a été construite en 1828 sur l'autorité du roi Charles X de France. Et sur l'île, il y a 1200 habitants, 800 musulmans et 400 catholiques. Et l'île n'est pas grande, il fait que 300 mètres de large et 900 mètres de long, sur une superficie de 27 hectares. Et la majorité de l'île travaille à Dakar. Et sur l'île, il n'y a pas de voiture ni de cimetière. Et ce bâtiment qui est là,
C'était l'ancienne école fédérale de médecine, qui était le dispensaire municipal de Gorée. Parce que c'est ici le président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui a été passé ses études de médecine pour aller représenter son pays au Parlement français. Et l'île était découverte par un navigateur portugais nommé par Denis Diaz en 1444. Et après les Portugais, il y a eu les Hollandais, et les Hollandais les Anglais. Et les Anglais sont installés à Gambie, c'est pour cela que les Gambiens parlent anglais. Et vous savez que la deuxième partie du film Les Canons Navarone, une séquence du film a été tournée là-bas. Après, on va aller voir ça. C'est l'esclave des falaises. Et voilà le baobab, l'emblème du Sénégal. Et les fruits, ça s'appelle le pain de singe, qui soigne la diarrhée et la coqueluche. Et là, c'est la maison des esclaves, qui a été construite en 1776 par les Hollandais, qui a eu 20 millions d'esclaves qui étaient passés. Et les 6 millions sont morts en coup de route. Et les 14 millions sont partis en Amérique pour les plantations de canne à sucre. Entrons dans la maison des esclaves. Ce n'est pas un cirque, ni non plus un musée, mais un temple de pierre à la douloureuse mémoire d'une tâche dans l'histoire de l'humanité. On y interdit les photos et les enregistrements. Joseph Ndiaye, le conservateur, guide la visite d'un groupe de touristes italiens. Ici, la salle de pesage et de triage. Ensuite, les cellules où l'on entassait la marchandise. La cellule des enfants, celle des jeunes filles, celle des inaptes temporaires, celle des femmes, celle des récalcitrants. On a le sentiment que des larmes de honte et de rage suintent encore de ces murs froids. Là, donnant sur la mer bleue et calme, la porte du voyage sans retour, que traversèrent entre 15 et 20 millions de Noirs entre 1535, alors que l'île était occupée par les Portugais, et 1848, année de l'abolition de l'esclavage par la France. 6 millions de ces hommes, femmes et enfants, seraient morts de privation et de mauvais traitements. J'ai vu des femmes enceintes donner le jour à leurs enfants alors qu'elles étaient enchaînées à un cadavre que les surveillants, pris de boisson, n'avaient pas fait disparaître. Écrit Werner au XVIIIe siècle. Le produit le plus recherché était l'esclave étalon, qui servait également de critère de référence pour la fixation des prix. C'était un nègre âgé de 15 à 20 ans, vigoureux, bien constitué et sans aucun défaut. La barre de fer devint rapidement la principale monnaie d'échange. En outre, les Européens inondèrent le marché africain de produits variés, allant des textiles aux armes à feu, en passant par les couteaux, les sabres, les ustensiles de cuisine et les boissons alcoolisées. Le prix d'un enfant, un miroir. Celui d'une vierge, un baril de rhum. Parmi les citations affichées au mur de la prison, celle-ci. Seuls ceux qui ont vécu entre ces murs ont connu le prix de la liberté. À bord du traversier, des hommes, des femmes et des jeunes gens proposent aux touristes des souvenirs de leur passage sur l'île de Gorée. Colliers, statuettes, pirogues, gris-gris. Et tous les prix sont toujours à discuter. Sur la terre ferme, la foule, dans sa mouvance colorée, fait penser aux pigeons picorant dans les rues. Elle dégage une harmonie particulière. Les gens se frôlent, se serrent la main, se touchent. Il n'est pas rare de voir deux garçons déambulant main dans la main. La foule a la parole et le sourire facile. En marchant, vous entendez des mots français, des mots arabes et des lambeaux de phrases dans toutes les langues nationales.
Cela compose une musique baroque que rythment les tam-tams de la circulation. À Dakar, en particulier, le touriste sera bien avisé d'observer la règle suivante. Celui qui vous cherche attend quelque chose de vous. Vous avez intérêt à marquer une distance, à demeurer sur vos gardes. Un chômage chronique afflige la jeunesse de cette grande ville. Certains prendront tous les moyens, même les moins orthodoxes, pour vous soutirer quelque chose. Vous pourrez par ailleurs accorder une grande confiance aux gens que vous contacterez vous-même. En vous permettant d'échapper au circuit du voyage organisé, vous apprendrez au Sénégal le sens de la teranga. Quelqu'un qui arrive à intégrer, peut intégrer facilement le milieu sénégalais. C'est d'abord la teranga sénégalaise. La teranga sénégalaise, c'est le fait d'accueillir son hôte comme il faut jusqu'à son départ. C'est un comportement du Sénégalais. C'est-à-dire que le Sénégalais a l'habitude de prendre tous ses étrangers, tous ses hôtes, il doit les mettre dans d'excellentes conditions, dans des conditions meilleures que les conditions que celui qui reçoit même est en train de vivre. Si l'industrie touristique apporte au Sénégal de précieuses devises étrangères, sa structure actuelle fait qu'elle comporte également plusieurs inconvénients. Le tourisme apporte 34 milliards au Sénégal par an. Les premiers touristes du Sénégal sont les Français. Ensuite, on a les Américains, on a les Allemands, on a les Italiens, on a très peu de Suisses et de Canadiens et tout ça. Mais sur le plan africain, on n'a pas développé le tourisme africain. Donc on n'a pas ouvert le tourisme aux pays africains. Il y a un manque à gagner là. Et les gens qui viennent ici, ils payent d'avance leur séjour parce que, vu le phénomène de rapport qualité-prix que je vous ai dit, le transport aérien coûte trop cher, un individuel, il payerait, par exemple, un billet, je vous donne un exemple que j'ai vécu à Saly. Par exemple, moi, je paye le billet Dakar aller-retour, Paris-Dakar, je le paye 200 000 francs, 210 000 à peu près. Mais, départ Paris, un touriste à 190 000 francs, il peut payer à Paris et il vient ici, il a une semaine de séjour, il a une chambre, il a la demi-pension, il a le transport aller-retour pour 190 000 CFA quand il paye à partir de Paris, par exemple avec Nouvelle Frontière. Mais l'inconvénient, c'est que l'individuel, il vient avec son argent en poche. Il dépense, il laisse des sous au pays, c'est ce qui nous intéresse. Mais malheureusement, il va payer 3 fois plus cher. Alors que s'il paye départ Paris, il va payer 3 fois moins cher, mais ça ne nous arrange pas sur le plan financier. Sur le plan affluence, ça peut être un élément d'attrait quoi, pour les touristes. Parce que chacun parlera du Sénégal, que j'ai été au Sénégal. Ça ne nous rapporte pas beaucoup. Et il y a la politique aussi des hôtels, parce que les Sénégalais eux-mêmes n'ont pas d'argent pour investir dans l'hôtellerie et le tourisme. Donc les capitaux sont souvent étrangers. Pour attirer des capitaux étrangers, il faut un code d'investissement qui arrange les investisseurs. Celui qui investit dans un hôtel, il ne paye presque pas de taxes. Hein. Il est exonéré d'impôts pendant, je pense, 2 ans. Tout ça, donc, l'État n'y gagne rien. Et en contrepartie, il a une main-d'œuvre cadeau. Alors, les populations qui sont aux alentours ne profitent pas du tourisme, mais subissent les effets pervers. Parce que le tourisme, vous comprenez, c'est le sexe en abondance. Hein. Il y a beaucoup de gens, de jeunes qui sont pervertis par le tourisme. Vous savez, hein, les gens ne sont pas pareils. Il y en a qui viennent uniquement pour le sexe. Il y en a qui viennent pour se reposer. Il y en a qui viennent pour n'importe quoi. Il y a la drogue qui est liée à ça aussi. Alors, donc ça pervertit les jeunes. Ils reçoivent de plein fouet une civilisation qui leur descend vivement chaque semaine. Donc le type, il débarque directement de Paris, par exemple, pour tomber sur Saly. Alors, le jeune qui veut tirer profit de lui, c'est lui qui va être obligé de s'adapter à ce Parisien. Alors que c'est le contraire qui devait se produire. C'est le touriste qui devait s'intéresser
aux jeunes là, ayant des coutumes différentes, ayant des modes de vie différents et tout ça. La population urbaine, dans la plupart des capitales africaines, est composée de seulement 5% d'individus de plus de 50 ans. Ceux qui ont entre 30 et 50 ans comptent pour 10%, alors que 85% des citadins sont âgés de moins de 30 ans. Dakar n'échappe guère à la règle, ce qui fait dire à Maître Abdoulaye Wade, chef du Parti démocratique sénégalais, la principale formation de l'opposition, dans son livre « Un destin pour l'Afrique », la disponibilité de notre jeunesse a plus de valeur que les milliards de l'étranger. La jeunesse sénégalaise est un lion qui sommeille et joue au foot dans ses rêves. C'est le Gaïndé de Youssou N'Dour. Mais quels seront ses jeux lorsqu'elle se réveillera? Partout au Sénégal, dans tous les discours qu'on prononce au Sénégal, on a toujours dit que la jeunesse, espoir du Sénégal, espoir du pays. Mais je constate que cette jeunesse est souvent oubliée parce qu'on voit des gens qui ont travaillé jusqu'à l'âge de retraite. Ils sont retraités dans un service pour aller être embauchés dans un autre service pendant que la jeunesse attend. L'espoir, on dit que la jeunesse est l'espoir. Mais la jeunesse sera espoir jusqu'à quand? Il faut attendre que ces derniers-là meurent avant qu'un jeune aille prendre sa place. Cette jeunesse, si on regarde ce qui se passe actuellement, bute à une situation difficile. Je me rappelle, moi, quand je venais de sortir de l'école, à l'époque, il y avait des embauches à gogo, on changeait de boîte comme on voulait. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Il y a des diplômés chômeurs. Même dans le domaine de la médecine où cruellement, il nous faudrait, notre couverture médicale est très faible. Donc les jeunes ont l'impression d'avoir un avenir bloqué. Et c'est les mouvements de grève que vous voyez ça et là, sporadiques, n'est qu'une traduction de cette angoisse. Il incombe, à mon avis, aux adultes de réfléchir sur une alternative de développement qui tiendrait compte des exigences de cette jeunesse-là. Ces espoirs, l'espoir, je ne dirais pas qu'ils l'ont perdu, mais ils sont inquiets. Dans la mesure où l'avenir leur semble être bloqué par les programmes d'ajustement structurel, qui fait que les usines sont fermées. On diminue le budget affecté à l'école et affecté à la santé. Donc il y a un ensemble d'inquiétudes. Mais ce n'est pas une raison pour perdre espoir. Parce que moi, je reste convaincu que si on avait réfléchi sur notre passé, on aurait pu trouver les armes nécessaires pour poursuivre notre développement dans une autre alternative, ce qui reposerait sur le mode de développement communautaire de nos ancêtres. Je m'explique. L'Afrique avait un mode de développement essentiellement agraire. Tout le monde travaillait. La civilisation africaine, pour un Euro-Américain qui débarque dans une ville africaine, ça donne l'impression d'une civilisation de l'oisiveté et des parasites. Dans une maison, il n'y a qu'un seul individu qui travaille et tout le monde vient partager avec lui. Or, ce n'était pas ça. Parce que dans notre civilisation essentiellement agraire, où le patriarche était le gardien donc du patrimoine foncier, tout le monde travaillait. Et le droit des aînés, qui faisaient des patriarches des personnages très respectés, les permettait donc de combler les insuffisances des uns par les surplus des autres dans un processus librement accepté par tous les individus, eu égard à leur éducation de base. Mais malheureusement, aujourd'hui, notre mode de développement extraverti fait que le droit des aînés s'est transformé en dictature des aînés, leur faisant perdre tout réflexe communautaire. Et c'est ça qui fait que le désarroi s'agrandit parce que nous nous installons en ville alors que les infrastructures pour que les gens travaillent en ville sont sans commune mesure avec notre taux d'élévation démographique. Et c'est ce blocage qui inquiète. Parce que j'ai connu la jeunesse sénégalaise d'il y a 20 ans, 30 ans. J'ai connu particulièrement la jeunesse sénégalaise d'il y a 2 ans à 3 ans derrière. Ce n'est pas la jeunesse sénégalaise que j'ai vue dans les années 90-91. Il y a un changement notoire qui a été fait sur leur comportement. Ils prennent les choses en main, ils prennent leur destinée en main, c'est clair. Et à titre d'exemple, je te citerai une opération qui est applaudie de tout le monde. C'est une opération qu'on appelle 7-7L. 7-7L,
la propreté dans la propreté. On s'est réveillé un beau matin, on a vu que toutes les jeunes sénégalaises de tous les coins du Sénégal se sont levées spontanément, comme un son de cloche qui leur tombait dans la même oreille. Ils se sont levés et chacun était en train de mettre la propreté autour de chez lui. Ils se sont substitués à toutes les mairies, à toutes les voiries, à toutes les communes. Ils ont fait tout le travail comme si c'était des travaux forcés. Mais les gens n'en revenaient pas. Actuellement, vous n'ignorez pas qu'il y a eu beaucoup de mouvements de grève au niveau des jeunes élèves et étudiants qui aspirent à une bonne éducation. Et il est vrai, il y a eu ces états généraux de l'éducation, états généraux dans lesquels on a voulu mettre tous les problèmes de l'éducation sur la table et en discuter. Il y a eu ces états généraux il y a quelques années. Les résultats ne se sont pas fait sentir immédiatement. Et il y a quelques jours, une loi d'orientation a été votée à l'Assemblée nationale pour justement, je n'aurai pas peur de la répétition, orienter l'éducation sénégalaise. Mais pour vous dire en un mot que l'éducation connaît beaucoup de problèmes actuellement. Les jeunes, ces problèmes, pourquoi? Parce que les jeunes, une fois sortis de l'université ou de l'école secondaire, ne trouvent pas de perspective d'avenir. Ils ne trouvent pas d'emploi compte tenu de la crise qui sévit non seulement au Sénégal mais un peu partout dans le monde. Ils ne trouvent pas d'emploi, donc ils sont frustrés et ça se comprend. Actuellement, ils sont en train de s'organiser dans des GIE, c'est-à-dire dans des groupements d'intérêt économique, ou bien tout simplement en s'expatriant, parce que beaucoup de jeunes aspirent à partir à l'étranger. La dernière fois, j'ai vu quelqu'un qui avait un passeport. Il était tout content d'avoir son passeport. J'ai dit, mais tu jugules parce que tu as un passeport? Il me dit, oui, parce qu'il faut que je parte. Alors, il y a d'autres jeunes qui veulent rester également, qui se disent qu'il faut affronter la difficulté dans le pays. Mais pour résumer, les jeunes ont beaucoup de problèmes actuellement parce qu'ils se trouvent confrontés au problème de l'emploi. Et compte tenu du fait qu'ils sont majoritaires dans la population, je pense que c'est un avenir incertain. Youssou N'Dour a bien dit dans une de ses chansons intitulée « La propreté 7 », il a bien dit que les jeunes sont en train de pleurer et ce sont les grandes personnes qui leur font peur. Et ça, c'est un message qui, je crois, est révélateur d'une certaine situation au Sénégal. Le 7-7-0 ? Exactement, le 7-7-L pour nos amis canadiens qui ne connaissent pas, c'est un mouvement qui a été spontané, selon moi, après la chanson de Youssou N'Dour et qui consistait à regrouper les jeunes d'un quartier pour des nettoyages tous azimuts. Alors un beau matin, on s'est retrouvés dans des quartiers avec des centaines de jeunes qui ont un balai, qui des brosses, qui des pinceaux pour peindre la chaussée avec la chaux et bien faire des opérations de nettoyage dans tous les quartiers de Dakar, Pikine, etc. et même dans les autres régions. Je pense que c'était quand même un message de Youssou N'Dour qui a fait tilt et qui a vraiment conscientisé tout d'un coup les associations culturelles et sportives qui jusqu'à présent n'étaient tournées que vers les Nawetan, c'est-à-dire des organisations de football pendant la période de vacances. Et je pense que quand même c'était une opération qui a fait un déclic. Et à partir de ce 7-7-L, les jeunes ont senti qu'ils qu'organiser, ils pourraient faire quelque chose. Et sans doute, il y aura dans l'avenir des retombées. La semaine prochaine, cher Aloïs Van Cleef, nous visiterons le Sénégal ethnique et nous rencontrerons quelques femmes sénégalaises. Nos invités à cette émission étaient Laurent Sambou, Oumar Diop, Aliou Nian, Moussa Wad, Senabou Fall, Ngouda Nian, Lamine Touré et Ibrahima Fall. Ont collaboré à cette émission, à la recherche, aux entrevues et à la narration, Jean-Marc Cormier. À la discothèque, Arsène Cormier. Technique, Val Bernatchez. C'est une réalisation de Doris Dumais et une production de Radio-Canada FM à Rimouski. Ici Jean-Marc Cormier, qui vous souhaite une bonne fin de soirée à notre antenne.